bienvenue à tous. Je vais parler très brièvement, c'est très rare. Donc c'est un plaisir, bien sûr, mais surtout vous allez assister à quelque chose d'inédit, puisque Madame Monique Riccardi-Cavit, professeure d'histoire de l'art, vient apporter un regard analytique sur les arts contemporains chez les Roms. La musique est connue de tout le monde, même si la critique musicale n'est pas au niveau où elle devrait l'être, mais il y a d'autres arts, d'autres créations de l'esprit chez les Roms, qui sont la littérature et les arts contemporains, qui eux sont totalement négligés. Et ici c'est un travail de pionnière qui va vous être présenté. Au moins, je pense que ce n'est pas le premier travail de pionnière, puisque j'ai cru comprendre par son tempérament que ça faisait partie de son être, mais justement elle a voulu investir dans ce domaine pour avoir une première présentation analytique des arts contemporains. Alors, je n'en dirai pas plus pour laisser le temps à l'exposé et aux questions que j'espère pourra susciter cette présentation. Oui, d'accord, Marcel, est-ce que ça marche? Je pense que je veux dire, c'est qu'on on éteint la lumière pour que les images se retrouvent. Alors tout d'abord, bonsoir à tous et merci infiniment au professeur Courtiade de m'avoir demandé de faire ce travail de débroussaillement des arts contemporains roms. C'est un vaste sujet que nous allons couvrir ce soir et comme c'est un sujet assez complexe, j'ai donc choisi des thèmes au lieu d'aller de pays à l'autre et je vais passer de pays à l'autre. Donc très brièvement, et voici le plan de la conférence, nous allons parler pendant une dizaine de minutes des origines, et ça c'est très important, et j'y reviendrai dans le cours de cet exposé, les origines indiennes et cette philosophie qui est derrière l'expression poétique et artistique des artistes. Ensuite, naturellement, l'errance, le panthéisme qui me semble être un élément absolument essentiel, la relation avec la nature de ces artistes. Et puisque j'ai appelé la lyre d'Orphée, il me semble que tous ces artistes sont des poètes de multiples facettes. Ce sont des peintres en même temps que des musiciens et que des écrivains. Ensuite, j'ai aussi identifié cet élément extrêmement important qui se concentre autour de la déesse Kali la Noire, donc que j'ai appelé Shakti, qui est le mot sanskrit pour cette énergie féminine. Et ça me semble être un caractère tout à fait essentiel et aussi, il me semble, très important à l'heure actuelle dans le monde où nous vivons. J'ai aussi identifié l'art sacré, ce sens du sacré de la nature et du sacré de l'homme dans la nature, à mon avis, est un des éléments clés sur lesquels je reviendrai assez longuement. Et puis, bien sûr, il faut retourner à la réalité, la misère et la guerre. Et là, je parlerai naturellement de ce qui s'est passé avec l'Holocauste des Roms. Et un dernier élément que j'ai choisi d'appeler der Zeitgeist, parce qu'il y a des mots qui ne se traduisent pas, mais bon, l'esprit du temps, c'est-à-dire certains artistes roms qui, d'une certaine manière, se sont totalement intégrés à une époque. Bon, alors, nous allons commencer par les origines de ce peuple. Pardon. Et le personnage a une autre chose que je vais dire immédiatement, j'ai mis des titres partout. Non pas parce que, naturellement, comment dirais-je, il serait difficile de retenir tous ces mots, mais c'est que je vais passer d'une langue à l'autre. Il y a des mots que je ne pourrais pas prononcer moi-même, qui sont soit en hongrois ou en albanais. Donc j'ai cru plus facile de mettre des titres et au moins les choses sont extrêmement claires. Voici donc ce personnage, Mahmoud de Ghazni, qui a sa cour dans un manuscrit persan du XVIIe siècle qui régnait sur une partie de l'Afghanistan, le Khorasan, et sur le Khorasan qui était aussi une partie de l'Iran à ce moment-là. Il avait juré, il avait fait le vœu de piller l'Inde une fois par an et à chaque fois de détruire un temple.
il va accomplir ce vœu parce que de 1001 à 1020, il mène 17 campagnes de pillage en Inde du Nord, au Pendjab, dans le Gujarat, et éventuellement, il pille la ville de Kanauj. Je vous montre Ghazni parce qu'avec tout le butin qu'il rapporte de l'Inde, ainsi que les artistes, les architectes, les savants, il va construire la plus grande mosquée au monde, connue d'alors, et il reste encore ces minarets qui datent du XIIe siècle. Sont intéressants ces minarets car ils sont construits sur une forme de croix, qui était assez peu commun. Donc, à Kanauj, en 1018, Mahmoud pille les villes indiennes de Mathura et de Kanauj. Et d'après son secrétaire particulier, nous savons dans les chroniques qu'il déporte 53 000 hommes, femmes et enfants, pauvres et riches, clairs et sombres de teint, par famille entière. Donc, nous avons pendant une période de temps cette déportation systématique qui va se faire vers l'Afghanistan. Bien entendu, les artistes de Kanauj étaient des artistes extrêmement perfectionnés, en ce sens que Kanauj était la capitale de l'Inde à ce moment-là, et était une des villes la plus belle qui pouvait lever la tête vers le ciel et pouvait prétendre être insurpassée dans sa beauté et dans sa force, nous dit des chroniques contemporaines. Nous savons aussi que le grand poème épique du Ramayana le mentionne au 5e ou 4e siècle. Il mentionne en particulier ce grand temple à Shiva, qui est naturellement une reproduction moderne à l'heure actuelle. Alors, ce qui va se passer, c'est que à la mort du sultan Mahmoud en 1030, les Roms vont se disperser dans le Proche et le Moyen-Orient en s'alliant aux tribus locales turques et perses, pour lesquelles ils vont servir comme militaires mercenaires, ou les goulams. Certains arrivent en Asie mineure et vont s'y installer, d'autres, au service des Turcs seldjoukides, vont s'emparer de Jérusalem, qui est alors à ce moment, qui est aux mains des Égyptiens fatimides, et la première croisade va être déclenchée en 1095. Donc nous voyons ces guerriers indiens qui combattent pour des troupes turques qui vont être défaites à la prise de Jérusalem et qui vont se retrouver à combattre contre les croisés. Et c'est le premier contact que nous avons entre ce peuple qui va devenir les Roms et l'Occident. Alors, justement, cette tension que j'ai identifiée dans l'expression artistique des Roms, qui est une tension extrêmement créatrice, car on ne crée que dans la tension. Je dois dire, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'acte créateur. J'ai voulu prendre deux images emblématiques de ces deux cultures qui vont se rassembler, parce que les artistes de Rome vont conserver tout ce patrimoine extrêmement riche de la tradition védique et l'associer à cette tradition de l'Occident. Alors, il n'y a pas, je crois, deux images plus opposées, parce que d'un côté, vous avez l'image de Shiva, Shiva Nataraja, le seigneur de la danse, une force cosmique, ce n'est pas un dieu seulement, Shiva, c'est une force cosmique. De l'autre côté, j'ai choisi l'homme de Vitruve. Shiva est dans un cercle, mais ce cercle est le cosmos, alors que l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui s'appuie naturellement sur ce traité de l'architecture de cet architecte romain Vitruvius du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous donne les fondements de l'architecture classique, tout est réglé, tout est mathématiquement déterminé. Vous avez d'un côté cette force dynamique, et nous allons le retrouver à travers les œuvres d'art que nous allons voir ce soir, et il y a cette façon gréco-romaine dont nous avons hérité, qui est la manière occidentale, c'est-à-dire de tout vouloir mesurer, définir, fixer. D'un côté une dynamique, de l'autre côté une rigidité qui est basée sur l'intellect. Et à ce propos, parce que je crois que c'est très important, considérant que les artistes dont je vais parler ce soir sont des articles à multiples facettes, je veux vous lire une très belle, des textes, de très beaux textes qui ont été écrits par certains de ces artistes, et en particulier
ce texte que Guy Pierre Geneuil, dont je vous parlerai un peu plus, qui est né à Montmartre, qui est le petit-neveu du poète José María de Heredia, qui est un personnage qui va devenir non seulement, qui est enfant, va être emmené dans les camps nazis et va servir de cobaye, et va se retrouver éventuellement à servir dans les services secrets au temps de la guerre d'Algérie, être le garde du corps de De Gaulle, tout en étant un portraitiste hors pair et un vrai poète. Et voilà ce qu'il dit à propos de cette tradition de l'Orient et de l'Occident. Ce sont ces mots. Seul le tzigane authentique, dans le plus pur mode de vie des fils du vent, du soleil, de la mer, de la terre, apprend le faire, le bien faire et enfin le non-faire. Si le gadjo, c'est-à-dire les gens extérieurs à cette tradition, est intelligence, c'est intéressant, voilà l'intellect de Léonard de Vinci de Vitruve. Si le gadjo est intelligent, le tzigane ou Rome connaît la réalité du monde d'instinct, par intuition. Le monde est fini, pas l'homme, pas le Rome, car l'homme est toujours en perfectionnement et demeure pour cela persuadé qu'il doit continuellement apprendre. Le profane, quant à lui, croit avoir reçu la mission de définir, entre parenthèses, le monde. Alors je crois que ces deux images, c'est exactement cette illustration de ce texte tout à fait important. Alors, là, une des épouses de Shiva, et il en a plusieurs, Parvati au teint clair, et là, une autre épouse, Kali la noire. Shiva, en tant que force cosmique, Shiva n'est ni le dieu du bien ni le dieu du mal. Il est tout à la fois destructeur et créateur. C'est ce que cette danse nous dit, et nous le voyons aussi ici. Kali la noire dansant sur le monde. D'ailleurs, elle a un tel pouvoir, et c'est Shakti, que afin de l'arrêter, parce qu'elle allait détruire le monde, Shiva s'est mis sous ses pieds, et là on la voit qui danse sur le corps de son mari. Kali la noire est très important parce que c'est la notion du temps. Le temps oriental et le temps occidental sont deux notions tout à fait différentes. Il y a le temps linéaire, le temps occidental, avant et après Jésus-Christ, bien que le pape récemment nous a dit qu'on s'est peut-être trompé sur son anniversaire, sa date de naissance. Et il y a le temps oriental. Le temps oriental est une spirale évolutrice, c'est-à-dire qu'il expand, qu'il peut se contracter et s'étendre. Et Kali la noire est la déesse par excellence qui maîtrise le temps. À ce propos, un autre texte sur Kali de Guy Pierre Geneuil, à nouveau, qui nous donne cette idée de la manifestation de cette force créatrice. Dans la société tzigane, la tribu est pour l'enfant ce qu'est la coquille à l'œuf. La communauté, mais aussi l'individu tzigane, sont enrichis et assistés par la mère, ancienne de la tribu, respectée et honorée par tous, et qui à chacun doit tant de choses, tant en pratique journalière qu'en soins bienfaisants éventuels. Alors, c'est l'illustration de la mère généreuse et féconde, la manifestation de Sarah la Kali, Sarah la Noire, la terre-mère, la création divine manifestée sur tous les plans, le minéral, le végétal et l'animal. La mère a reçu et dispense l'enseignement spirituel. Elle ouvre à tous les chemins menant au monde divin promis aux tziganes après le passage de la vie et de la mort. Voilà, je crois que ces mots expriment parfaitement tout cet esprit autour de la figure de Kali, extrêmement complexe et très loin de ces divinités que nous avons dans l'Occident. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, dès le XIIe siècle, nous voyons cet esprit oriental s'introduire déjà en France, particulièrement dans ces Vierges noires qui s'appellent Vierges des Croisades. Et l'idée d'avoir une Vierge noire ne se rencontre pas auparavant. C'est un mystère, c'est un sujet tabou que les historiens d'art ne veulent pas traiter. Or,
Or, moi, je me mets en ligne de mire et je dis, après avoir découvert à travers le travail historique du professeur Courtiade, qu'il y avait eu ce contact au moment des croisades, et alors là, tout s'est éclairé, parce que c'est un sujet que je recherchais pendant plusieurs années, et d'un seul coup, j'ai compris, voilà. Et naturellement, cela nous mène inévitablement au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui était déjà un endroit sacré dans l'Antiquité, un endroit sacré, autant il y avait un temple de Ra, donc l'idée déjà de la divinité solaire, et naturellement un centre de pèlerinage dont je reparlerai dans un instant, parce qu'il a inspiré certains artistes dont on va parler aujourd'hui. Le mythe, il date de 1935, Sarah Lanoir. Ah oui, oui, c'est absolument... Sarah Lacali, c'est en 1948 qu'un journaliste l'a interprété avec ce nom-là, l'a qualifié avec ce nom-là. Ça n'a rien à voir dans arrêter ce genre de baliverne. Bon, monsieur, s'il vous plaît, vous aurez le temps de poser des questions après la conférence. Je vous serai infiniment reconnaissant de ne plus interrompre, parce que je suis là pour... Allez-y. Voilà. Vous aurez l'opportunité de parler. Je suis tout à fait d'accord avec vous, nous parlerons de cela. C'est très récent et je vais vous montrer des images du 19e qui montrent les premiers pèlerinages, d'accord? Ok, très bien. Nous revenons maintenant à l'arrivée donc des Roms qui s'appellent à ce moment-là égyptiens parce qu'ils ont été combattus, ils se présentent comme égyptiens, ils sont reçus par les notables et par la noblesse en Europe, ayant passé par les Balkans, et donc certains venant de Bohême vont être appelés bohémiens. Je n'entrerai pas plus avant dans la dénomination à ce moment-là de ces peuples. L'errance. Donc, c'est un sujet. Alors voilà, c'est très brièvement, c'était pour mettre certains points qui vont être apparents dans les œuvres que je vais vous présenter ce soir et pour vous donner un très petit aperçu, et je vous réfère aux travaux du professeur Courtiade sur les origines du peuple rome. L'errance, bien entendu, c'est une photo qui date du début du XXe siècle et c'est la roulotte et c'est le cheval. Et ce thème va se retrouver naturellement dans les œuvres. Alors voilà justement la photo de cette illustration dont je vous parle. La première représentation des camps de gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer est en 1852 dans l'illustration. C'est un journaliste, M. Bonaventure Laurence, qui était un ami de Georges Sand et de Liszt. Liszt qui a fait un travail extrêmement important sur la reconnaissance de la musique tzigane, qui a écrit un article dans cette revue. Et nous entrons maintenant dans cette énumération des artistes que je vais vous présenter ce soir, dont Torino Ziegler. Torino Ziegler est un artiste qui est né à Barcelone, à Alicante, pardon, tout en étant d'origine française, mais ses parents étaient en voyage à ce moment-là. Il va vivre à Paris en Camargue, et vous le voyez ici en 1979, il vivra au Sainte-Marie-de-la-Mer sur un de ces chevals blancs de la Camargue. Et son art va refléter ces sentiments de l'errance. Et je vous cite ces paroles qu'il a prononcées dans un interview qu'il a donné à Strasbourg. Il a fini sa vie à Strasbourg. C'est une citation. « Le bruit d'un galop de cheval dans la nuit, ce galop me hante depuis l'enfance. » C'est un artiste visionnaire et c'est un artiste autodidacte aussi. La plupart des artistes dont je vais parler ce soir, ce sont des artistes qui ont commencé à peindre et à dessiner de façon tout à fait innée, enfant. Et ici, je trouve que nous avons non seulement l'influence ça se rapproche, mais l'influence de Van Gogh, mais aussi de Chagall. Il y a tout un côté de ce panthéisme et de ce sens du sacré dans la nature et de la relation entre la nature et l'homme qui se retrouve dans cette évocation de la vie de Tzigane. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des titres à toutes les diapositives, parce que je vais passer d'un pays à l'autre, d'un artiste à l'autre, en suivant le thème. Otto Müller est un artiste tout à fait fascinant. C'est un artiste qui est... son père était militaire, il est né en Silésie et sa mère était tzigane. Et il va entrer, j'en parlerai dans le dernier chapitre de cet exposé, il entrera en contact avec les grands mouvements allemands de ce qu'on appelle l'expressionnisme allemand.
vers 1908, il va commencer à faire des séjours dans les Balkans et à rencontrer des tziganes. Et il va faire une série de tableaux et de lithographies, dont celle-ci sur les tziganes. Et si vous voulez les voir, ils sont en ce moment à l'exposition La Bohème au Grand Palais. Et je vous encourage à aller les voir. Je crois qu'il a capturé le pathos de la vie des tziganes. Et je vais vous en montrer plusieurs de cet artiste et je reviendrai sur lui dans un moment. Alors, ce qui est intéressant à dire aussi, donc je vous dirai cela à propos de l'art nazi. Guy-Pierre Geneuille, dont je vous parlais auparavant et je vous ai cité ces textes si évocateurs. Cet artiste absolument extraordinaire, enfant, comme je vous dis, il s'est retrouvé dans ce camp nazi, et à Royal-Lieu, il a servi de cobaye, il s'est échappé, il a commencé à servir de messager pour la résistance, et puis il a joué ce grand rôle durant la guerre d'Algérie. Il est devenu quelqu'un d'extrêmement connu. Il a lié une amitié avec Jean Seberg, qui était à Paris, devenu un portraitiste mondain, et je vais vous montrer plusieurs artistes qui ont fait cette carrière comme portraitiste mondain. Mais là, je vous montre un tableau qui, à mon avis, est éminemment poétique et qui reflète justement ce sens du panthéisme et du sacré. Il l'a intitulé le cinquième élément. Alors nous savons tous qu'il y a 4 éléments, bien entendu, l'eau, l'air, le feu, la terre. Le 5e élément, c'est l'éther. L'éther, c'est-à-dire cet élément beaucoup plus subtil de l'air dans lequel se situent les esprits. Et on va voir dans une seconde les anges. Donc, cette sensation, si vous voulez, de la famille Rome qui avance, perdue dans cette immensité, qui est une immensité mystique d'une certaine manière, pour moi, je dois dire, m'a infiniment émue quand j'ai vu, cette photo. Pardon. Et donc, nous progressons tout naturellement vers le panthéisme. Et ici, je vous mets une autre, vous avez sur l'écran une autre œuvre de Torino Ziegler qui s'appelle Les Anges, parce que c'est exactement cela. Le tzigane est à l'écoute de ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire l'inexprimable. Et c'est cet enfant qui voit et qui parle avec les anges assis près de la roulotte me fait penser à l'art de Chagall. L'art de Chagall qui a aussi cette dimension sacrée, cette dimension panthéiste. Naturellement, dans les terres, il y a le côté sombre, il y a le côté de la lumière, c'est les anges, c'est les esprits, etc. Puis il y a le côté sombre. Et là, vous avez une œuvre assez remarquable d'un peintre aussi, lui aussi un personnage, Constantin Nepo. Alors, Constantin Nepo est en fait est un artiste russe qui est venu à Paris et qui vient d'une grande famille de tziganes qui ont été ennoblis. Sa mère vient d'une famille tzigane ennoblie par Pierre le Grand, une grande famille de musiciens et de chanteuses et de chanteurs. Et il va devenir décorateur à Paris. Il fait des études à Moscou et à Paris il va travailler dans certains studios et devenir éventuellement, se liant avec Derain, devenir décorateur de théâtre. Derain a fait énormément de décorations de théâtre et se marier avec Yvette Chauviré, la danseuse étoile de l'Opéra de Paris. C'est quelqu'un d'extrêmement célèbre à ce moment-là, dans les années 60-70, et il va faire toute une série sur Faust, et nous avons cette nuit de la Valpurgie, le sabbat des sorcières. Donc, si vous voulez, la nuit de la Valpurgie était une fête païenne qui remonte véritablement à des temps très très anciens et que l'Église chrétienne a essayé de faire disparaître.
Ceci dit, c'était une fête, en fait, une célébration du printemps au 30 avril, et se célébrait autour de l'arbre de mai et du renouveau. Il faut songer aussi que vous trouvez ça dans la poésie. Et là, donc, le côté sombre de l'éther, sur lequel je reviendrai, parce qu'il y a quand même un côté sombre dans certains de ces artistes que je veux aussi explorer avec vous ce soir. Et je trouve, naturellement, sachant que c'est un décorateur de théâtre, c'est un tableau qui s'apparente tout à fait à l'art dramatique. Ceci dit, ce sera un portraitrice tout à fait de grande qualité, comme vous allez le voir un peu plus tard. Un autre artiste fort intéressant, lui aussi un manouche, c'est-à-dire un Rome d'origine française, qui est né dans la Côte d'Or, qui vit maintenant à Loches, dans le Val-de-Loire, il est encore en vie, et qui, à mon avis, aussi, à lui, cette dimension du panthéisme, aussi, je dirais, une dimension dionysiaque, pour utiliser, comment dirais-je, une définition gréco-romaine de la vie, c'est-à-dire cette exaltation de la vie et des sens devant la beauté de la nature et devant la beauté de la vie même. Et d'ailleurs, il l'explique lui-même en disant, ce sont ces mots: ma peinture est le reflet de 65 ans d'une aventure passionnée dans le labyrinthe des mystères de l'âme. C'est dans la joie. Je crois que ce tableau de ce coq qui chante l'aube et ces chevaux, c'est vraiment la joie du matin qui se lève. C'est dans la joie que je bouclerai la boucle en matérialisant par mon métier les plus belles images de mon voyage intérieur. Donc, nous avons là ici la représentation visionnaire de l'aube, du matin. Et en fait, c'est de son voyage intérieur qu'il nous parle. Et à ce propos, j'aimerais vous lire ce que écrit Torino Ziegler sur le chant du rossignol. Parce que ce panthéisme vraiment est exprimé de façon poétique par ces artistes, et leurs mots sont infiniment touchants, tout autant que leurs images. Le chant du rossignol. Vous ne comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Je le sais. Mais nous ne vous en voulons pas. Je veux simplement dire que nous sommes un des peuples les plus anciens de la Terre. Notre tradition orale est antérieure au sanskrit. Et l'amour des tziganes n'a jamais été compris. Mais il est si grand qu'il est digne d'apparaître de temps en temps. Vous savez, l'homme ne vit pas que de pain, mais aussi du chant d'un rossignol qui appelle les premiers souffles de l'aube. Moi, je vous dis, ça me donne la chair de poule de lire des textes comme cela. Un artiste tout à fait différent maintenant, Bruno Morelli, un artiste tout à fait établi et extrêmement connu en Italie, qui est dans les Abruzzes et qui, lui aussi, a cette vision panthéiste du monde. Et là, j'ai voulu mettre ce chant de tournesol qui nous représente dans les Abruzzes, parce que j'ai retrouvé chez Otto Müller cette fleur qui revient constamment. Et à mon avis, c'est la fleur solaire, bien entendu. C'est la fleur d'Hélios. C'est la fleur qui se tourne vers le soleil et qui, pour moi, exprime profondément cette joie de vivre, cette joie dionysiaque de l'art, de la poésie Rome. Et donc ici, à nouveau, dans cette série des tziganes, et cette utilisation des couleurs plates qu'il fait à la manière des artistes expressionnistes allemands, en particulier des artistes des Blau-Reit, avec lesquels il est en relation à Breslau, où il enseigne. Naturellement, l'homme dans la nature, ici, à nouveau, le mouvement der Blau-Reit, qui veut dire le cheval bleu, c'est cette association de ce sens de la nature, de l'harmonie entre la nature et l'homme, qui s'exprimait dans des formes assez décoratives et des compositions assez plates, comme vous le voyez ici. Ici, je trouve vraiment cette alliance du bleu et du jaune à nouveau que l'on retrouve chez Van Gogh, qui était aussi un artiste expressionniste tout à fait remarquable. Et là, j'introduis une artiste hongroise, Marda Bada, qui est elle-même autodidacte
autodidacte qui a vécu une vie extrêmement pauvre, qui est allé vers l'étude de l'histoire de l'art, l'étude académique de l'art à cet art, mais qui a ce sens de la poésie dans la nature, et en particulier elle a une affection pour les paysages marins. Et j'ai trouvé que ce portrait de naïade qu'elle nous donne avec ces monstres tout autour, en fait est aussi une, comment dirais-je, une évocation de la psyché rome. Pardon. Un autre artiste hongrois qui à nouveau nous offre ce sens de l'union, de l'harmonie entre la tzigane et son enfant, l'élément féminin et la nature, mais dans un sens peut-être beaucoup plus poétique et peut-être plus mystérieux dans ces couleurs extrêmement sombres cette palette sombre qu'il nous offre. Alors, voyons un peu comment cette idée va être exposée dans des œuvres des artistes de la musique, de la poésie et de la danse, qui véritablement est absolument inhérente à la culture rome. Ici, un très beau tableau, la mémoire du poète de Geneuil, qui nous offre justement ce sens du mystère, les masques, la poésie dans lequel on peut et aussi entrer dans la psyché, comme vous le voyez, dans ce cercle et cette perspective mystérieuse d'un monde, d'une autre dimension dans lequel il nous introduit. Sandra Jayat est par essence une artiste poète. Elle est d'ailleurs poète, c'est un personnage tout à fait remarquable qui, à l'âge de 15 ans, quitte sa famille, qui arrive à Paris, seul, qui vit à Montmartre, qui est remarqué par Marcel Aimé parce qu'il trouve un de ses poèmes qu'elle va publier en 61 avec des dessins de Cocteau. Et il y a dans ses œuvres une poésie tellement, comment dirais-je, évidente dans la relation de l'homme et de la femme, dans l'évocation du cheval, de la guitare, tous les thèmes, et de la roue que nous allons revoir revenir comme un motif aussi dans l'art. À mon avis, elle est véritablement quelqu'un qui ressent l'inspiration créatrice à tous les niveaux. D'ailleurs, comme vous le voyez sur cette lithographie, elle a inscrit elle-même des vers. Et ici, cette évocation de la musique, à nouveau, que je trouve absolument remarquable dans ces tons de bleu, avec cette guitare, à nouveau le bleu et le jaune. Naturellement, le bleu, c'est toujours la couleur céleste, et le jaune, la couleur du soleil. Ce sont deux couleurs qui chantent en même temps. Torino Ziegler, le violoniste, vraiment, il me fait toujours songer à Chagall lorsque je vois ces images, cette immense humanité, cette simplicité dans le dessin, presque naïf, et pourtant cette évocation d'une poésie infinie. Et Brigitta Milak, une artiste hongroise que je voulais vous montrer pour faire un contraste. Il y a donc toujours cette tradition du musicien, naturellement, qui est représentée ici d'une façon beaucoup plus réaliste, dans des tons de chiaroscuro qui s'apparentent aux maîtres anciens. La danse va être exprimée par plusieurs artistes, et cette artiste est tout à fait intéressante car en fait c'est un poète et écrivain qui a malheureusement été incarcéré dans les camps nazis, et je vous montrerai un peu plus tard une de ses œuvres à ce sujet. Elle a donc vécu une vie extrêmement difficile, et je trouve que traumatique, en ce sens qu'elle s'est retrouvée à Bergen-Belsen et à Auschwitz, que son père est mort à Dachau, et qu'elle a véritablement eu cette expérience
de l'internement. Et pourtant, il y a cette joie de vivre, il y a dans ce couple qui danse tout ce sentiment de la vie qui est tellement important. Et celle-ci, la Chunga, ou la Micaela Flores Amaya, qui est elle-même une danseuse de flamenco, qui a été connue par Dali et Picasso, qui l'ont encouragée à peindre. Et je trouve que c'est une peintre autodidacte. Elle a d'ailleurs fait une carrière de danseuse et aussi elle a beaucoup joué dans des films à travers son amitié avec Ava Gardner. Mais je trouve que c'est tout à fait évocateur justement de ce mouvement qui vient de l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est très intéressant, c'est une pause du flamenco, mais qui est, c'est comment dirais-je, on avait mis un stop. C'est une intériorisation de la danse, celle-ci. Et Bruno Morelli, cette image, je trouve absolument remarquable. La danse à New York, qui date des années 80. Et pour moi, c'est véritablement cette évocation de cette énergie féminine qui s'exprime à travers la danse dans un paysage urbain qui ne peut pas être plus, comment dirais-je, représentatif de cette culture de la consommation dans laquelle nous vivons. Nous pouvons aussi parler des symboles phalliques d'une certaine manière de ces buildings. Je trouve que véritablement le contraste entre ce monde qui est véritablement déshumanisé et cette énergie qui se manifeste dans la danse de ces femmes est absolument remarquable. Et il nous amène tout naturellement à l'exploration de cette énergie féminine dans cette vision de Kali, par cet artiste hongrois qui est un peintre d'icônes particulièrement et qui ici nous montre sa vision de Kali, la féminité, la mère absolue. Alors, je vais vous montrer ici deux tableaux de quelqu'un que vous pensez peut-être ne pas associé à la peinture, mais Django Reinhardt n'est pas seulement un musicien. Il y a eu d'ailleurs au début de l'année à la Bellevilloise une exposition de ses tableaux et des tableaux de ses fils et petits-fils, qui sont aussi des artistes. C'était un violon d'Ingres pour lui, mais sa première exposition a eu lieu au Bœuf sur le Toit, le fameux cabaret, en 1947, et son impresario, M. Étienne, en fait était lui-même peintre et l'a encouragé. Et je trouve que dans cette évocation de la nature, du nu féminin et de la nature, il y a cette force élémentale dont nous parlions auparavant, de Kali la Noire, qui est exprimée dans des tons à nouveau assez sombres, qui s'allient à l'expressionnisme. Et ce très beau nu, qui date des années 40 aussi, et qui nous montre la splendeur du corps féminin et de cette association avec la déesse mère. L'énergie féminine, bien entendu, peut être traduite de diverses manières. Et ici, j'ai choisi ce magnifique portrait d'une mère et de sa fille, Viola et Teresa, de Constantin Nepo, que je trouve absolument extraordinaire. Il a une intensité d'analyse psychologique, de présence. La femme, c'est presque les deux âges de la femme, la maturité et la jeunesse, et aussi cette manière aristocratique. Et là, à nouveau, nous avons tout son héritage russe qui ressort. Alors, là, je vais peut-être vous choquer parce que nous arrivons à un artiste qui est un artiste rom, britannique, qui s'appelle Joe Machine. En fait, son vrai nom est Joe Stokes. Qui est un artiste extrêmement controversé en ce sens que c'est quelqu'un qui a eu un mauvais début dans la vie. Il est né dans le Kent, il y a une petite île dans l'estuaire de la Tamise, dans cette île de Shepley. Et
ses premières expériences de la vie n'ont pas été extrêmement heureuses. Cependant, dès l'âge de 5 ou 6 ans, et d'ailleurs la plupart de ces artistes que je vous ai montrés ce soir, ont commencé à dessiner et leurs talents ont été reconnus dans leur jeunesse. Il commence donc à dessiner à l'école, cependant il se conduit assez mal, se retrouve dans des prisons pour adolescents et des prisons pour enfants. Il va avoir un parcours assez houleux et éventuellement va, à travers une psychothérapie, pouvoir, et il le dit lui-même d'ailleurs, pouvoir, comment dirais-je, sublimer tous ses instincts d'agressivité et de violence. Je vous montre ici le portrait d'une femme qu'il a vue alors qu'il passait devant le Ritz à Londres quand il avait 8 ans. Cette femme est une actrice pas très célèbre, une sorte blonde, version un peu plus plantureuse de Brigitte Bardot, que d'ailleurs j'ai moi-même rencontré un soir dans un bal chez le cousin de mon mari, et je dois vous dire qu'elle s'habillait comme ça. Elle avait je vais vous décrire exactement, et vous allez voir pourquoi je vous la décris. Elle avait une robe, donc un décolleté extrêmement important, une robe extrêmement courte, et à l'intérieur de la cuisse gauche, elle avait un tatouage, ça c'est un tatouage d'une flèche qui montait vers le haut. Alors là, c'est le pouvoir féminin, la femme fatale dans toute sa splendeur. Ce garçon de 8 ans est tombé absolument amoureux d'elle et il l'a représentée dans son œuvre plus tard. Et là, nous avons une représentation de l'aspect destructeur négatif de la femme. Or, en tant qu'historienne d'art, ces images m'ont fascinée parce qu'on trouve très très rarement moi je connais très peu d'images de femmes destructrices dans l'art occidental, je parle. Et donc ça m'a interpellée. Je me suis dit, ça c'est intéressant. Alors il la montre, comme vous le voyez, un peu comme Madonna avec une hache, et puis là avec une mitraillette. Et j'ai trouvé un autre artiste qui le fait. Et ça c'est un jeune artiste albanais à Tirana. Et il a mis comme titre « Le pouvoir est une vieille femme ». Alors là, voilà, je ne veux pas dire plus que cela, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, mais c'est ce que j'essaie d'exprimer en mettant l'accent sur cette iconographie de la femme destructrice, la femme fatale. Nous avons eu aussi Gustave Moreau, les artistes pré-raphaélites, etc. Mais ils ne vont jamais aussi loin de montrer, si vous voulez, l'instrument de mort. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que les artistes ressemblent, enfin, c'est deux artistes tout à fait différents, un britannique, l'autre jeune albanais, trouvent tout à fait naturel de pouvoir représenter l'aspect noir de la femme, qui, nous le savons tous, existe. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant. Bruno Morelli, qui s'inscrit véritablement dans une tradition artistique académique, autodidacte. Au début, il a fait des études à l'Académie des Beaux-Arts à Rome, et éventuellement aussi à Pescara. Et il a donc, si vous voulez, en lui, cette tradition des maîtres anciens. En plus, il a étudié pendant quelque temps avec Annigoni à Florence. Annigoni était un peintre florentin qui lui a enseigné le dessin classique, l'art de la fresque, etc. Et ici, nous avons la couseuse, la cucitrice, la femme dont... Alors, à l'opposé de Diana Dors, c'est le nom de cette femme, de cette starlette plantureuse, qui véritablement est une femme fatale qui est là pour dévorer les hommes, nous avons l'aspect féminin intériorisé de la femme qui prend soin, justement, ce dont Geneuille parlait, la mère, la grand-mère qui coud, qui s'occupe de sa famille, et je trouve ça tout à fait étonnant, cette vision de profil qui nous rappelle aussi un très beau tableau de Whistler, un portrait de sa mère. Et naturellement, étant italien, sa famille, d'ailleurs, à Bruno Morelli, est dans les Abruzzes depuis le XIVe siècle, ce qui veut dire que c'est une des premières migrations qui se sont retrouvées en Italie. Et ils sont tout à fait...
comment dirais-je, l'Italie étant ce qu'elle est, j'ai l'impression que ces peintres sont beaucoup, tout au moins en tant qu'historienne d'art, je peux vous dire qu'ils me semblent beaucoup plus intégrés dans la tradition occidentale et en étant capables d'associer et de réconcilier les deux que peut-être d'autres peintres. Alors ici, naturellement, la grand-mère et la famille, mais ça c'est tout à fait italien, on déjeune ensemble, on a la bouteille de Chianti sur la nappe, on a la mamma, les enfants, le papa, comme vous voyez, le papa est derrière, c'est la femme, le pouvoir féminin qui est à l'honneur, et la grand-mère, l'ancienne, celle à qui on demande conseil, celle qui est la personnification de Kali. Alors, l'art sacré, parce qu'en fait, véritablement avec ce respect, si vous voulez, de la femme, on vient tout naturellement à l'image de la Madone. Or, il y a eu un artiste, le plus ancien des artistes, et il y en a peut-être d'autres, et on ne les connaît pas, qui étaient d'origine rome et qui sont des artistes sans que nous sachions qu'ils avaient ce lien. Lo Zingaro, Antonio Solario, qui a travaillé à Naples, mais qui a aussi étudié à Bologne, qui a voyagé à Rome et à Venise. Et je vous montre ici, au XVe siècle, ça date d'environ 1500, cette Madone, cette Vierge à l'enfant, tout à fait caractéristique de l'époque, avec un paysage inspiré de Léonard de Vinci derrière, le petit parapet qui nous donne un sens de la perspective, et l'enfant qui donne un fruit à la mère qui se penche tendrement vers elle. Je crois qu'il n'y a pas plus belle évocation de l'amour maternel que ces Madones. Alors voilà, le contraste. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Cette Madone Zigane d'Otto Muller, et regardez le petit enfant nu qui tient la fleur de tournesol. Je trouve que le conte, alors la femme qui fume la pipe, l'enfant nu et presque squelettique, il vivait avec les Ziganes, il les suivait dans leur parcours, mais l'espoir, l'espérance, la fleur du soleil. Derrière, la roue qui est là. Alors je reviens à la diapositive précédente. Vous pouvez juste discerner, parce qu'il était de coutume à ce moment-là, le halo d'or qu'il y a autour de la tête de la Madone. Très bien. Revenons à Otto Muller. Et le halo ici est la roue de la roulotte. Je trouve infiniment émouvant. Et véritablement, je n'ai plus rien à dire, ça se passe de mots. À cette jonction, à ce moment de la conférence, je me suis quand même penchée sur le drapeau Rome, le drapeau, cette roue. Alors là, voilà, peut-être que quelqu'un me dira, vous avez fait erreur, Samir me l'a dit quand on a fait l'essai, ce n'est pas 1933 mais c'est 1971. Bon, moi j'ai trouvé des informations qui me disent que ce drapeau a été a été créé en Roumanie en 1933 et puis il a été approuvé en 1971 à Londres au Congrès international des Romanies. Peut-être que nous pourrons discuter de cela après. Lorsque j'ai regardé ce drapeau à nouveau, je me suis interrogée, parce que, ayant fait tout ce parcours, ayant pensé justement à la Rome et à ces thèmes, je me suis dit, très bien, bien sûr, c'est évident, le bleu du ciel, le vert de la terre, c'est extraordinaire. La chakra, la roue au milieu, bon, la roue de la roulotte, mais ça c'est trop prosaïque. Je me suis dit, non, il y a autre chose. Et naturellement, voilà, j'ai songé, j'étudie le yoga depuis l'âge de 21 ans, et donc je connais, comment dirais-je, pour moi, je ressens cette philosophie, parce que ce n'est pas une religion finalement, philosophie hindoue. Je me suis dit, bien sûr, c'est la roue de la réincarnation, parce que la samsara, c'est la roue sur laquelle se réincarnent les âmes. Or, il me semble que cette roue du drapeau Rome prend beaucoup plus de sens pour moi, je le vois ça. Alors peut-être que nous pourrions entrer dans une discussion à ce propos, parce que c'est mon interprétation. Très bien, revenons maintenant à nos artistes sacrés. Ici, un jeune artiste hongrois qui nous montre la Madone et la Vierge à l'enfant
à la manière des maîtres anciens. C'est un artiste contemporain, comme vous le voyez, extrêmement jeune, et j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé sur beaucoup de ces artistes hongrois et roumains et polonais qui retiennent les traditions des icônes et des maîtres anciens. Et là, une sculpture tout à fait étonnante de Bruno Morelli, qui est la représentation de l'unique saint gitan, Santo Zeferino, qui est un Espagnol qui a été tué durant la guerre d'Espagne pour sa croyance. Or, il n'y avait, à mon avis, qu'un artiste, Zingaro, ou gitan ou rome, pour faire jaillir d'un arbre cette forme du saint que l'on voit tendant le chapelet en signe de dévotion. Je trouve cette image absolument bouleversante. Et ce qui est fort intéressant, c'est que Morelli a beaucoup de... Naturellement, c'est pour ça que je vous dis, être vivant en Italie, il est beaucoup plus intégré en ce sens qu'il y a énormément de commissions, de commandes qui viennent du Vatican. Et il a créé cette chapelle en plein air à Rome, qui est une chapelle des Gitans. Et au milieu, vous pouvez à peine le voir parce qu'il est un peu vert, mais est ce monument que je vous ai montré, je vous le remonte maintenant, sur l'autel, donc, et cette sculpture, parce que là, la sculpture est dans les Abruzzes, c'est là où il l'a faite. Et là, vous la voyez où elle est, à Rome, à 12 km de Rome, dans la banlieue, dans l'enceinte de deux églises. Il y a une église ancienne et une église moderne, et c'est l'église des Gitans. Et bien que ce soit une église en plein air, il y a tout ce qu'il faut pour célébrer la messe, et il y a un pèlerinage qui se fait au mois de mai dans cette église. Je trouve ça extrêmement émouvant. Une autre encore plus émouvante chapelle, c'est la chapelle qui se trouve à Barcelone, dans une prison. La prison où Helios Gomez est mort, et qui, dans sa cellule, alors il a été... Helios Gomez est un artiste tout à fait remarquable. Je vais parler après, dans une seconde, de tout son parcours militant, marxiste, communiste, etc. À cause de cela, il va être emprisonné dans cette prison à Barcelone, la prison Modello, et il va peindre la Capilla Gitana alors il va être emprisonné en 1945 et éventuellement 1948, et il va peindre jusqu'en 1954. Il va sortir pendant 2 ans et il mourra 2 ans après. Et c'est la Madone du Merci, la Madone de la Miséricorde, absolument étonnant. Alors, la misère et la guerre. La misère. Comment exprimer l'errance, le besoin, le manque, la faim, le froid? À nouveau, je regarde cette image et je sens véritablement que le château de la Bohémienne, Geneuille a appelé cette image. Je trouve ça absolument étonnant. C'est dans une dimension cosmique l'évocation de l'isolement, du dénuement total. Il n'y a plus que le spirituel. Quand vous en êtes à ce niveau, et regardez ces pas marqués dans la neige, ce paysage absolument de glace. Voilà. J'arrête parce que les mots, on ne peut plus utiliser des mots quand on est devant des images comme ça. Elles sont tellement parlantes. Elles parlent au cœur et à la compassion. Et là, je trouve magnifique aussi cette image d'Otto Muller, sa série de Zigane. Famille Zigane, cette petite maison extrêmement humble, la misère parce qu'elle est pieds nus, l'enfant est nu, et pourtant regardez l'espoir, le soleil, le tournesol qui se penche au-dessus de la palissade. À nouveau, pour moi, véritablement, c'est tout l'esprit indomptable de la joie de vivre, du panthéisme, de la tradition rome. Alors maintenant, j'en viens à Helios Gomez, qui est véritablement un artiste de dimension
Comme vous pouvez le voir, il y a ce sont des artistes de, comment dirais-je, de dimensions différentes, en ce sens qu'il y a certains artistes comme Elos Gomez, comme Aureli, comme Otto Muller, qui ont une œuvre très importante et donc qui ont, comment dirais-je, achevé un parcours artistique. D'autres l'ont fait d'une façon un peu plus comme Sandra Ayad d'ailleurs, qui est très connue, dont le roman La Zingarina est sur le curriculum scolaire apparemment, qui est tout autant poète, qui est chevalier de la Légion d'honneur, etc. Donc qui chante aussi, elle a chanté des chansons, ses propres chansons, ses propres poèmes sur la musique de Django Reinhardt. Et puis il y a des artistes comme Gomez qui n'ont qu'un parcours d'artiste, et un parcours d'artiste engagé. Elos Gomez est véritablement quelqu'un de tout à fait remarquable. Il vient d'une pauvre famille sévillane, prolétaire et rurale, et il va dès le début faire un apprentissage politique et technique en tant qu'ouvrier peintre céramique dans une usine de Séville. Et très vite, il va dans la tradition un peu de Goya, parce qu'à nouveau, il s'inscrit dans cette tradition espagnole, il va prendre ces thèmes de la misère et de la guerre, et ici nous avons l'évocation de la guerre d'Espagne, toujours avec la femme et l'enfant, et ce sont des dessins. Il va travailler en noir et blanc, il fera aussi quelques tableaux, mais la plupart de son art est un art graphique extrêmement puissant et vraiment de très grande qualité. Il écrira aussi des poèmes durant son séjour en prison qu'il illustrera. Et ici, je trouve que cet exode, véritablement, l'âne au milieu, la femme montée dessus, ces visages qui ressemblent à des visages, mais véritablement ce sont des visages dans le temps. Vous pourriez penser de l'exode de Moïse, vous pourriez vous remettre dans la Bible, vous pourriez vous remettre dans l'Antiquité. C'est toute la misère humaine qui est exprimée ici. Il y a aussi une force d'expression, en particulier dans le visage de cette vieille femme au premier plan, qui me rappelle l'art de Munch. Munch, cet artiste expressionniste de Norvège, norvégien, véritablement ce sens aussi de l'infinité. Quand on est dans une telle misère qu'il n'y a vraiment plus rien, on ne voit plus, c'est pas qu'on sait où on va, mais on ne voit plus où ça va finir tout ça. C'est le sens, alors au point de vue artistique, la composition est tout à fait exceptionnelle. Il nous donne un sens de la perspective et de ces chariots, de ce peuple en mouvement à cause de la guerre. Et il va contribuer à plusieurs revues partisanes, en particulier Diaz de Ira, dans les années 30, et ici, je crois, véritablement, c'est une évocation christique. Nous avons l'évocation de ces soldats espagnols, avec les soldats franquistes, avec leur chape, leur képi très particulier, et puis cet homme qui est attaché à un poteau comme un Christ qui va être persécuté. Mais il faut songer aussi aux horreurs de la guerre de Goya, et d'ailleurs il fait toute une série qu'il appelle les horreurs de la guerre. Donc il y a tout ce sens, si vous voulez, de la souffrance humaine, de la torture, qui est aussi, il faut le dire, dans l'esprit espagnol, et qui est repris ici d'une manière moderne, graphique, tout à fait remarquable. L'évocation, regardez, cette évocation, c'est presque une figure de Napoléon que nous avons derrière, cette figure de pouvoir absolument inflexible sous cette arche qui gouverne finalement toute cette scène de torture qui se passe devant nous. Et là, revenons à cette artiste autrichienne dont je vous ai parlé auparavant et qui a été internée donc, dans les camps et qui a fait cette image assez naïve, il faut dire, qu'elle a appelée internement. Alors elle a beaucoup écrit, cette dame, il y a aussi des films qui ont été faits sur elle, et c'est quelqu'un qui a... Elle a écrit une autobiographie en 1988, et c'était la première femme gitane, rome, manouche, à décrire ce qui s'était passé dans les camps.
Et puis là, un jeune artiste tout à fait remarquable, qui je crois, m'a dit Semir, mais il est parti, et son cousin, Ferdinand Cossi, un jeune Albanais, qui a fait une série de dessins que je trouve vraiment très, très marquants et très émouvants. Et c'est un artiste véritablement de très grand talent. Il vit à Londres et j'ai trouvé sur un site internet qu'il a eu une exposition à Leeds récemment. Et d'ailleurs, je l'ai envoyé à Semir. Ma Blister, j'espère que je prononce, n'oublie pas. M'a dit Semir, et 500 000, ce sont les 500 000 gitans, manouches, romanichels, bohémiens, roms, qui ont été, qui ont souffert de l'Holocauste, qui ont disparu. Et la roue, c'est la roue brisée, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, là, cette roue, d'ailleurs, Torino Ziegler aussi, j'ai un petit texte à ce propos sur cette roue brisée dont il parle. Si vous me permettez 2 secondes, je vais y revenir, parce que j'avais une image de cette roue brisée qui m'a beaucoup marqué dans l'art de Ferdinand, et que je voulais vous dire, que je voulais aussi vous... voilà. Je crois que c'est le bon moment pour dire cela. Torino Ziegler. Voyez-vous, les souffrances qu'a endurées mon peuple depuis la nuit des temps l'ont peu à peu enfoncé, enterré, brisé, tout comme l'a été la roue de la roulotte oubliée que j'ai dessinée. Ça, je n'ai pas pu trouver une représentation pour vous apporter ce soir. Mais en même temps, quelque chose effleure toujours, au lieu même de cet enfoncement, sous l'effet d'une tension formidable qui n'est autre que l'amour. Quelque chose comme une remontée vers la vision d'un paradis perdu, celui de nos origines, la vision même de ce que toute Zigane continue en dépit de tout à ressentir au plus profond de lui-même. Quant à notre amour, il est fait avant tout d'une volonté de paix que les Tziganes ont toujours poursuivi au cours de leur pérégrination, fuyant les régions qu'embrasait la guerre. Mais l'amour des Tziganes est aussi l'amour qu'ils portent à leurs enfants. Et c'est en cela qu'il est directement lié à la vision qu'ils portent en eux. L'amour que l'on éprouve pour ses enfants est très dépendant du sentiment que l'on a de ses origines. En même temps, cette vision est pour nous comme un pressentiment permanent, subconscient, ce qui fait que l'homme dresse l'oreille au milieu de la nuit, prêt à protéger sa famille. Voilà. Et une autre très belle image de Ferdinand Cossi sur, voilà, la jeune Zigane, la roue à nouveau, le violon, et puis l'ombre. Voilà. Ce sont des images véritablement magnifiques. Alors, l'esprit du temps. Et là, j'ai joué un peu, si vous voulez, avec... Je veux toujours vous montrer la diversité. Ici, un peintre assez naïf qui nous montre un village Zigane en Hongrie et qui s'apparente à nouveau. Remarquez ces couleurs qu'il utilise, qui sont les couleurs en fait des vitraux, les couleurs des icônes, ce jaune et ce bleu qui revient constamment. Chiara Rondolotto qui vit à Loches, parce que l'esprit du temps, c'est aussi être intégré dans son pays. Et je trouve que cette vision de la tour Saint-Antoine à Loches, mais c'est digne d'un maître ancien, je trouve ça absolument magnifique. Et cette évocation de la douceur de la Touraine où il vit, et il travaille. Otto Muller, la modernité. Mais quelle image absolument extraordinaire que ce couple dont les têtes s'enlacent d'une manière comme le serpent autour de l'arbre de la connaissance dans le paradis terrestre. Je trouve cette image absolument remarquable, presque comique, mais en fait il y a une immense tendresse dans cette image. Et puis Otto Muller, un de ces tableaux que je trouve tout à fait fascinant parce que il faut se rendre compte que en 1937, les nazis ont confisqué 350 tableaux de Otto Muller et de lithographie qui se trouvaient dans les musées, parce qu'ils disaient que c'était l'art dégénéré. Or, comme vous le savez très bien, les Noirs, comme les Juifs, comme les Gitans, etc., n'étaient pas bien considérés des nazis. Pourquoi je l'ai mis là dans l'air du temps, c'est pas pour les nazis. C'est simplement qu'il faut se rappeler que dans les années 20 et
dans les années 20-30, c'est le temps du jazz. C'est Django Reinhardt qui va aller à New York, etc. Donc, le noir en tant que tel devient l'expression d'une force d'énergie qui fait contraste avec cette femme tout à fait magnifique. Ces deux nus, je trouve ça tout à fait remarquable. Et c'est un tableau assez intéressant et assez, comment dirais-je, provocateur d'une certaine manière, mais dans l'esprit du temps. Rappelez-vous que c'est le moment aussi où on a des expositions sur l'art africain, etc. Et aussi, justement, ce tableau de Rondolotto qui a été vendu récemment chez Christie's à Londres, chez Christie's South Kensington, et qui a pour titre « Noble pensée ». Parce qu'en fait, l'esprit du temps, c'est aussi, qui date, à mon avis, des années 70-80, et qui s'inscrit aussi dans le sens de la sympathie que l'on peut ressentir pour un autre peuple persécuté. Or là, il y a toute l'histoire de l'esclavage qui est personnifiée dans ce très beau portrait. Et puis l'esprit du temps, eh bien voilà, c'est une femme qui avance comme la liberté guidant le peuple de Delacroix sur les barricades à Paris, seins nus, et c'est la révolution espagnole devant les fusils. Mais c'est absolument magnifique cette image, d'une très grande puissance et au point de vue graphique tout à fait remarquable. Et puis c'est aussi le capitalisme. Naturellement, il fait partie du marxisme, il va militer aussi dans les syndicats, etc. Et ce qui m'a tout à fait intéressé, ce n'est pas seulement la représentation assez cubiste de ces images qui datent de 1933, mais la représentation donc de l'homme enchaîné, mais la roue, vous voyez, la roue est là. Et cette roue revient, j'ai trouvé ça tout à fait fascinant, devant les cheminées d'usines qui fument, et qui bien entendu, nous sommes en 1933, fumeront d'une autre manière dans les camps de concentration. C'est une œuvre tout à fait étonnante. Et là, je voulais vous parler aussi d'un artiste que je n'ai pas pu mettre sous les autres thèmes, parce qu'il n'entre pas justement dans les autres thèmes. Serge Poliakov. Un artiste russe qui est aussi un musicien, qui va venir, la famille va s'installer à Paris et qui va éventuellement étudier à la Grande Chaumière, qui donc débute d'une façon assez académique, et puis qui ira à Londres et qui découvrira l'art abstrait. Il rencontrera des gens comme Kandinsky. Et Kandinsky est cet artiste russe qui avait écrit un traité sur le spirituel dans l'art, c'est-à-dire l'utilisation des couleurs à la manière harmonique de la musique. Or, nous voyons cet artiste russe, Serge Poliakov, prendre cette idée de la vibration des couleurs qui peuvent évoquer des sons, parce qu'il faut songer qu'à un moment donné, il gagne vraiment sa vie dans les cabarets à Paris en jouant de la balalaïka. Tous ces artistes ont eu un parcours vraiment extrêmement difficile, et on voit ici cette harmonique en bleu qui nous montre véritablement cette affiliation qu'il a avec les grands artistes de l'art abstrait. D'ailleurs, Serge Poliakov aura comme d'ailleurs Sandra Hayat, aura sa salle à la Biennale de Venise, il aura aussi des expositions à Paris. Et ce qui est fort intéressant, c'est que dans les années 80, une manufacture de tapis qui s'appelle Art Surface, elle est à Paris, seulement que ce soit anglais pour que ce fasse chic, a repris les dessins de Poliakov et a produit ce tapis d'une de ses compositions. Et donc l'aspect décoratif de l'art abstrait, et donc il est dans l'air du temps. Lui, véritablement, il s'est intégré à l'art moderne à ce moment-là.
Et puis Constantin Nepos, parce que j'ai trouvé ce portrait d'une aristocrate, j'imagine, il l'a appelé portrait de Kiki. Alors j'imagine que Kiki c'était un diminutif pour cette grande dame, qui j'imagine peut-être était une grande duchesse russe, mais elle est tout à fait remarquable et absolument formidable, avec ce chapeau de zibeline, ces perles, enfin voilà. J'ai trouvé que lui aussi, il était dans l'air du temps. C'est un peintre mondain et qui donc... Et là, je vais terminer avec deux images absolument étonnantes d'une certaine manière, parce que cette évocation de Gomez, c'est en fait, et je vais dire le mot en italien, parce que je ne le dis jamais en français, c'est un juron. C'est un bordello, et le mot français vient du mot italien. Et il faut se souvenir que Les Demoiselles d'Avignon, en fait, c'est aussi une scène de maison close, parce qu'elle s'appelle Les Demoiselles d'Avignon, parce qu'à Barcelone, il y avait un bordello, justement, qui était dans la rue d'Avignon. Et donc, c'est assez intéressant, cela. Ça, c'est une petite parenthèse. On voit le marin qui joue de la bandoleone avec les femmes, les prostituées, etc. Et la satire et le titre, il a appelé ça la Renaissance occidentale. Ça, c'est juste avant, c'est 1938, autant je me souviens, juste avant la guerre, on peut sentir que véritablement l'esprit de décadence était là. C'est absolument étonnant. Et là, ne soyez pas choqués, je vais vous montrer une image assez choquante. Alors, ce Joe Machine, fait partie d'un mouvement qu'il a fondé dans les années 90, qui s'appelle The Stuckist, qui est anti-art conceptuel. Il faut vous dire qu'à Londres, sous l'influence d'une dynastie de collectionneurs qui étaient en fait aussi des gens dans la publicité qui se nommaient Saatchi, ils étaient aussi les conseillers de Margaret Thatcher. C'est toute une époque que j'ai vécue à Londres. Ils ont encouragé, ils ont véritablement créé le marché de l'art conceptuel. C'est-à-dire que vous avez des œuvres d'art telles que un cabinet de pharmacie avec les médicaments rangés. Et ça, c'est supposé être une œuvre d'art. Ou un lit des fées avec des traces de ciment, des sous-vêtements, etc. Et ça, c'était dans cette exposition à Sensation, dans les années 90, qui a justement fait sensation à la Royal Academy. Pour contrecarrer, en fait, qui est véritablement, pardonnez-moi de dire, une véritable fumisterie, parce que tout ça, c'est aussi beaucoup d'argent. Ces artistes se sont groupés et ont fait des expositions alternatives. Or, considérant la violence de Joe Machine, et il en parle lui-même, et à ce moment-là, je vais laisser ses propres paroles parler, il dit... voilà. C'est un écrivain aussi, d'ailleurs. Il a publié six recueils de poèmes, qui, à mon avis, je ne les ai jamais lus, mais ayant assisté à certaines de ces soirées avec ce genre de personnes, je sais que ce sont des poèmes aussi extrêmement explicites. Alors, il faut que je vous dise aussi, extrêmement explicites dans cette culture homosexuelle, sadomasochiste, parce qu'il y a ça, et ça existe. Et donc, il est dans cette veine. Et il dit, la peinture et l'écriture m'ont fait pour moi beaucoup mieux que tous les... C'est-à-dire que la peinture et l'écriture l'ont formé beaucoup plus que toutes les erreurs qu'il a commises en volant et en me battant. Il dit que son art est un art autobiographique, et ici, il y a deux... Alors, je n'ai pas voulu vous montrer l'autre parce que c'était un acte homosexuel extrêmement explicite, montrant deux marins, et il appelait ça le confort de la mer. Et là, il l'appelle a sailor in a sea of sex, un marin dans une mer de sexe. Or, ce qui était très intéressant, et je me suis souvenue en revoyant cette image, c'est que dans les années 80, il y a eu un livre qui a été écrit par Ian McEwan. Et vous vous souvenez peut-être, vous n'avez peut-être pas lu le livre qui était anglais, mais il y a eu un film qui a été montré à Cannes et qui a été appelé, ça s'appelait The Comfort of Strangers, et qui a été appelé ici étrange séduction, ce qui n'est absolument pas véritablement au niveau d'horreur du thème, parce que le thème était justement
comment dirais-je, l'égorgement rituel d'un jeune homme par un couple dans un acte sexuel à Venise, dans un palais. Et j'ai ressongé à cela, parce que j'ai pensé que c'est vraiment l'esprit de certaines choses qui sont à Londres, et je peux vous dire parce que j'y ai vécu, et qui malheureusement sont du côté des ténèbres. Alors, certains marchent dans les ténèbres, d'autres marchent dans la lumière. Ah oui, alors je vous les montre ça, simplement, véritablement pour s'amuser, parce qu'il s'offusque. Il y a eu des poupées, voilà, qui ont été exhibées, sex dolls, qui ont été exhibées à la Tate Gallery, qui est derrière vous, d'ailleurs, pour le Turner Prize, qui est un prix extrêmement prestigieux, qui est donné tous les ans. Et donc, vous avez Joe Machine au milieu, avec la poupée sex doll, en disant, voilà, ce n'est pas de l'art. Mais voilà, ce qu'il fait, en fait, c'est de l'art, c'est magnifique. Et voilà, et c'est ma dernière diapositive, parce que je voulais terminer sur une note, non seulement une note positive, mais une note d'amour. C'est Bruno Morelli. C'est pour moi non seulement l'amour Eros, mais c'est aussi Agapé. C'est ce qui relie les humains les uns entre eux. Et je voulais vous citer à ce sujet le dernier vers de la Divine Comédie de Dante, le dernier vers du paradis. L'amor che muove il sole e le altre stelle. L'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et les autres étoiles, dans le paradis, dans la Divine Comédie, Dante, ça se réfère à Dante lui-même. Voilà, je voulais finir donc sur cette note d'amour et sur cette note de joie aussi, parce que l'art de Morel est un art de joie. Et le dernier mot avec lequel je vais vous laisser, et qui je crois véritablement boucleront en un cercle cet exposé très bref ce soir, sont des mots de Torino Ziegler dans un interview qu'il a donné à Strasbourg. Et il dit à l'interview au journaliste: je veux vous dire mon rêve. Je peux vous dire mon rêve. Mourir en plein amour, mon âme s'approchant doucement, doucement vers une source fraîche qui est à l'origine de mon rêve. Merci beaucoup de votre attention. Merci surtout de cette introduction. Je pense que, au moins, on laisser quelques minutes pour reprendre votre souffle. Pendant ce temps-là, je propose d'abord 2 ou 3 précisions. Django a aussi fréquenté Candice. Ah bon? Oui, Ah. Ils se sont connus. Je suis ici pour apprendre. La deuxième chose, pour le drapeau, Saïmir a raison. Il y a eu un congrès en 1933 en Roumanie, à Bucarest, mais c'était un congrès dans le sens du Zeitgeist de l'époque, justement, pour se fondre à l'intérieur des Roumains, pour disparaître en tant que il n'était pas une vision unitaire, il y avait différentes sensibilités à l'intérieur de ces gens, mais globalement c'était pour s'éloigner des 5 siècles d'esclavage qui ont été dans les principautés de Monténégrine et Moldavie, et qui avaient laissé évidemment un stigmate terrible là-bas. Donc le drapeau n'a pas non plus été accepté en 1971. Il a été proposé en 1971 à Londres et accepté 8 ans plus tard à Göttingen. Pour ce qui est de Ceferino, ce n'est pas un saint, c'est un béat. Il n'était que béatifié. Sur le site italien et toute l'église, il dit Santo Zeferino. C'est un petit peu pour se faire plaisir. Béat. Il est sur le chemin de la sainteté.
Et sur le chemin de sainteté, son histoire est très intéressante. Oui. Il a été C'est le tué, seul, si je peux me permettre. c'est le seul, Voilà. jusqu'à présent. Il a été tué surtout pour avoir dénoncé des républicains. Ah oui. Et il a été tué de façon assez ignoble. Les massacres sont les homicides sont toujours ignobles. Là, il avait pris la défense d'un prêtre qui était molesté par des républicains. Justement, c'était l'occasion de la vengeance. Donc c'est un meurtre qui relevait plus de la vengeance que d'une justice. Voilà, c'était pour faire un petit peu d'espace. Et je suis prêt. Alors pour ce qui est des sectes, on est tous d'accord que c'est Baroncelli qui a lancé ça, mais il ne s'agissait pas d'une filiation. Je crois que dans votre idée, il ne s'agissait pas d'une filiation par rapport à Cali, mais de rapprochement dans l'imaginaire des uns et des autres. Donc je pense qu'on est d'accord sur ce point. On n'en est pas encore au point à faire des commentaires sur les peintres en particulier, quoi. Il faut déjà rassembler ce qui est... Voilà, il faut rassembler. L'historique n'est pas facile. La chronologie est importante maintenant. Voilà. C'est très difficile parce que on est tout au début Alors, je vais vous dire, de cette œuvre. j'ai noté, il y a eu une exposition donc, à la Conciergerie en 1985, il n'y a Oui, rien donc j'en suis l'auteur. Donc, C'est moi qui l'ai organisé. Très bien, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie, mais il n'y a rien eu de plus qui a été fait. Là, vous remettez en situation ce peintre de 1400 et quelque chose, là. C'est hypothétique. C'était un surnom qu'on lui avait donné. Il n'y a aucune preuve que Solario soit d'origine. C'est hypothétique parce qu'il avait deux frères. Les deux frères sont pas mentionnés comme Ségan. Il n'y a que lui à qui on a prêté ce... Bon, il est possible, c'est mythique, comme qui nous sert de prétexte mythique, voilà. ça je veux bien l'admettre, mais pas représentatif. Et il est fort possible qu'il y en a eu d'autres qui étaient rois, mais on ne le savait pas, qui étaient Ce qui se passe plutôt dans le règne de Naples, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui sont appelées Zingari. On a des officiers. Mais aussi, ce qui est intéressant. Pendant toute cette période, on a une demi-douzaine de personnes qui sont appelées Zingari, qui sont des officiers, qui sont des gens importants dans l'administration. Mais qui ne parlent pas essentiellement de... Mais justement, pourquoi pas? C'est le discours italien, de leur refuser l'identité rome. Parce qu'on écrit à leur sujet, telle personne, machin, Zingaro, qui bien entendu ne pouvait pas être Zingaro. Mais sans explication. Oui. Simplement le reflet du mépris italien pour les Roms, pensant qu'un Rome ne peut être ni peintre, ni officier, ni maire adjoint dans une ville, puisque c'est les fonctions. Donc je crois que, a priori, tant qu'on n'a pas d'indices disant qu'ils ne sont pas Roms, exactement. Et pour ce qui est de Solario, l'argument avancé, c'est qu'il est mort en Grande-Bretagne. Non, mais non seulement ça, si je peux me permettre, c'est qu'il vient des Abruzzes, tout comme Morelli, où nous savons qu'il y a des Roms qui se sont établis là, voilà, assez tôt. Donc, il est fort possible. La probabilité, là, vous savez, voilà, on lui donne le bénéfice. Vous étendez aussi sur Morelli, vous étendez, lorsqu'on a fait la Première Mondiale, il débutait. Il était très jeune, oui. Ben oui, mais depuis... C'est encore naïf. Il est encore jeune. Oui, c'est pas bien. Oui, c'était avant qu'il n'aille d'ailleurs à l'académie. Après, il était à l'académie. Vous répondez sur Geneuil, il a commencé à peindre très tard. Mais moi j'aime ses textes poétiques, il a écrit sur sa vie, etc. Vous savez, Torino Ziegler, il a appris la peinture par Gianna Rondolotto. Voilà. C'était son Ce sont des autodidactes. C'est plein de ramifications. Alors ça mériterait d'être signalé avant de commencer à faire des commentaires sur les je sais pas, je me permets de... Non, vous avez tout à fait raison. C'était une introduction thématique. Donc, en ce sens, je n'ai pas suivi de chronologie sciemment. Je n'ai pas fait de biographie sciemment. Je l'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai mis des chapitres. Parce que c'est vaste. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est refaire une exposition, faire un catalogue. Il faudrait faire des catalogues raisonnés des œuvres de ces gens. Voilà. Bon, c'est pas dans mes cordes, moi.
Mais il faut qu'il Non, mais moi j'y songe parce que, vous voyez, j'ai recherché votre contact. Je suis allée la rechercher d'ailleurs à la médiathèque, à la FNAT. J'ai donc eu une copie et je me suis dit, mais c'est à refaire. 1785. Personne n'a jamais rien fait sur le sujet. Et ben voilà. Bon, Voilà. moi je me suis toujours intéressé à ça parce que j'ai eu le bonheur de connaître Serge Poliakov, de connaître Yana d'une part, parce qu'au Sainte-Marie, et puis tout un tas de gens. Poliakov, Nepo Kotchitsky, c'était un ami, un père même. Bon, j'ai eu le bonheur de vivre Au jour le jour. tout proche de ces gens-là. Donc, ça m'a... Non, mais j'ai vu dans votre introduction que vous parliez de ces gens véritablement de l'intérieur. J'ai bien compris. Moi, je suis ravie que vous soyez venu ce soir. C'est un grand honneur. Je vous remercie beaucoup. Non, mais prenez pas mal mon intervention. Oh non, non, pas du tout. Non, mais comme vous voyez, moi j'ai l'habitude. Non, mais ne vous inquiétez pas. Je suis conférencière professionnelle. Je peux faire face à toute opportunité. Non, j'espère que nous nous reverrons. Non, pas du tout. J'espère que nous nous reverrons et que nous reparlerons de tout ça, que peut-être nous pourrions, non seulement, il y avait beaucoup de choses. Je suis allée sur votre site, mais je n'avais pas de numéro de téléphone, j'aurais aimé vous parler. Voilà. Non, je ne sais pas, c'est pas moi qui l'ai manipulé. Voilà. Non, je suis ravie que vous soyez venu. Et peut-être qu'on pourrait reparler, vous pouvez nous donner vos coordonnées, et vous vivez à Paris ou... Non, à Cahors. Ah, Proche de Cahors, à 40 km de Cahors. Non, parce que cette exposition... Je suis venu essentiellement pour ça, là. Enfin, voilà, bah oui, je suis très touchée. Ça me touche, ça m'atteint au plus profond, quoi. J'ai fait circuler, tout de suite après la conciergerie, j'ai fait circuler une expo uniquement avec des artistes français. Oui. Bon, je me suis fâché avec Sandra Jayat. Ah oui. Oui, bon. J'ai essayé de la joindre à travers la Société des gens de lettres. J'ai essayé de joindre ces gens. J'ai parlé avec un ami de Ziegler qui m'a donné ses dates parce que il ne connaissait même pas sa date de naissance. Quelqu'un qui est à Strasbourg, non? Il s'appelle Monsieur Mariage. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, j'ai envoyé une invitation à la mairie de Paris parce qu'à mon avis, il faudrait que certaines personnes se remettent cette idée en route et que l'on fasse une exposition. Vous les avez? J'ai prêté. Mais j'aimerais bien en avoir une copie signée de vous, s'il vous plaît. Ah oui. Non, alors vous êtes venu ce soir, vous allez me faire ce plaisir quand même. Non, j'ai tenu, je pensais même pas, j'imaginais même pas avoir cet exposé sans inviter ah, mais je suis ravie, Gérard. Ravie. Bon, mon espoir, c'est que quelques individus, quelques étudiants, je ne sais pas quel domaine exactement, enfin en art plastique, mais s'intéressent au sujet et aillent le décortiquer plus profondément. Mais après avoir fait l'inventaire des lieux, quoi, là on en est encore et ça, c'est vraiment une présentation d'introduction, justement c'est un peu un hameçon, si vous voulez. Je cite une soixantaine, peut-être un peu plus, d'artistes depuis 85. Parce qu'à ce moment-là, j'ai navigué un peu dans tout ce qui se faisait. Je me mets un peu en valeur parce qu'il n'y avait pas d'artiste de sculpteur, donc je me valorise un peu comme sculpteur. Des fois, il y a peu, Aurélie, je suis désolée parce que je voulais mettre une de vos diapositives, là vraiment je suis mortifiée. Parce que je voulais mettre une de vos œuvres et j'ai oublié de le faire. J'en avais parlé avec Sémir d'ailleurs, il peut vous le dire. On avait évoqué votre nom. J'ai oublié de le faire, parce que vous êtes vraiment aussi dans l'esprit du temps, en ce sens que vous réutilisez des objets et... les miennes, oui, mon travail à moi, personne oui, je voulais mettre une diapositive. Personne n'en comprend le sens, ça fait 20 ans que je navigue dans le désert. C'est pourtant proprement cigane, la méthode de travail d'être à la réutilisation, le système de forme. Pardonnez-moi, là vraiment je suis mortifiée. Je ne savais pas que vous soyez ici ce soir. Vous en avez dans l'ordinateur? Vous n'en avez pas dans l'ordinateur? Non, je n'ai pas pour l'ordinateur, c'est pas moi l'ordinateur, c'est ma... J'ai sur ma clé. Là, je suis embarqué d'entrée, c'est sur la Sarah Lacali. Ah oui, non, bien sûr. Je viens d'écrire un pavé de chez... Ah oui. Je le donnerai à dire si tu veux. Effectivement, il faudrait que je propose un séminaire sur ce sujet.
en fait, en février pour on en parlera. Oui. Ça sera après Angoulême. Oui. Oui, ben oui, ça c'est pour savoir. Oui, ce serait un commencement de reconnaissance. Il faut que je navigue dans le brouillard de. Voilà. Autre, alors, les questions là. Non, je ne pars pas, vous inquiétez pas. Non, mais il y a une artiste que vous n'avez pas citée qui peignait au Sainte-Marie bien avant le Ziegler, puisque déjà Yana a peigné avant lui là-bas, c'est Stella Chai. Oui, alors je n'ai trouvé aucun matériel. Je sais que vous l'avez mentionné dans votre livre. Ouais. Il n'y a que cela que j'ai trouvé et je n'ai pas fait Pas faire des... de toile nulle part, non? J'ai rien trouvé. Non, mais il y a un travail énorme à faire. Énorme. Oui, c'est sûr. Je suis allée à la bibliothèque Fournier, j'ai consulté les catalogues, il n'y a rien sur la Rome, rien. À part votre Celui de la catalogue. conciergerie, vous l'avez dégoté? Je suis allée pour le consulter à la médiathèque des Pizzigane, ils me l'ont prêté, j'ai fait des photocopies avec Semir, on a fait du travail d'artisanat, et puis j'ai fait scanner des images, voilà. J'en ai un là, je vais vous le... Ah non, mais vous êtes trop gentil. Ah non, mais alors là, je me sens tellement confuse, ça va pas Je peux vous demander. Mais nous nous sommes déjà rencontrés à Sevran, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, j'ai reconnu votre visage. Comment allez-vous? Vous m'aviez gentiment invité à dîner ce soir-là. J'étais là avec vous, c'était magnifique. Et comment va Monsieur Gatignon? Parce que Ça va très bien. il a arrêté sa grève? Oui, il a réussi. Ah, bravo! Il a réussi. Et c'est le seul maire que je connais en France qui est la volonté d'aider. Il est fantastique. Vous devriez parler avec mon ami Alain Monroy, parce que nous avions milité, lui et moi, dans le mouvement de République Solidaire 2020. Et quand je suis là, allée à Sevran, j'en ai parlé. Merci. Voilà. Et ce monsieur a une association et un centre culturel remarquable. Et à Sevran, À Sevran, 93. Je vais demander. Donc, une recherche, c'est remarquable. Ça m'a fait plaisir. je serais ravie de venir donner une conférence là-bas chez vous. Là, Pour vos enfants. Exactement. Voilà. C'est ce que je pense. Mais il y a autre chose encore. Dites-moi. Je n'ai pas vu quelque part le travail de l'autre Ah ben voilà, je suis ici pour apprendre, voilà, c'est magnifique. C'est pour ça que je vous... Parce que c'est à l'époque, années 60-70, c'était le roi des Tziganes qui se présentait ici, à 93. C'est lui qui a commencé un petit peu fonder cette ville d'Europe qu'on dit Montreuil, et connaître de la Suisse, quelque chose. Et moi, je sais personnellement, il avait des expositions au niveau centre de Belgrade, ça fait bon classé, en Italie. Et tous ces tableaux, c'était quelque chose de très remarquable. J'ai votre adresse mail, je vous enverrai un petit mail et puis vous m'enverrez. Je vais le voir, on parlera de ça. Aussi parce qu'il y a un projet de présentation théâtrale, on vient de me demander à travers Stéphane Hessel, qui est quelqu'un que je connais. On m'a appelé d'Autriche l'autre soir en me demandant de trouver une personne pour donner des témoignages qu'on va utiliser dans un spectacle.